me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Popcast, le podcast de Le Grand Pop qui vous parle de la pop culture d'hier et d'aujourd'hui. Un ton un peu plus solennel pour cette émission puisque nous allons rendre hommage à un grand monsieur du manga, un grand monsieur de la pop culture tout court qui nous a quitté le 1er mars dernier. C'est bien sûr Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, mais pas que. Nous allons en discuter dans cette émission. Je serai votre Yamcha pour cette émission parce que j'ai toujours eu envie d'avoir une cicatrice. Et avec moi, eh bien, il aurait pu être notre Tortue Géniale, mais il a quand même un petit peu plus de classe que ça. Donc ce sera notre monsieur Satan Menro. Bonjour Menro. Je sais pas si je brague autant. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Master Roche, le Tortue Génial, moi, tout ce qui est côté arts martiaux me va. Il y a un côté qui est un peu plus discuté. Le côté Hero Senin, c'est moins ton truc, c'est ça en 2024, c'est un peu plus compliqué. Donc, allez, prenons le maître des arts martiaux mondial, ça me va très bien. Et je sais que ça lui fait plaisir. Il ne souhaiterait pas être nulle autre personne. Ce serait donc notre Krillin pour cette émission. Bonjour Taksu. Oh, j'avais peur que tu mettes n'importe qui d'autre que le meilleur gars sûr jamais créé. J'avais pensé à un autre chauve avant, je vais pas te mentir, mais... Non, Kuririn, c'est le gars sûr depuis le 1, et je veux être un gars sûr depuis le 1, donc évidemment. Et on m'a dit qu'il fallait soigner les invités. Nous avons un invité pour cette émission. Donc qui d'autre que Sangoku pour incarner Adibou. Bonjour et bienvenue dans le Grand Popcast. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la présentation. Alors c'est vrai que j'ai quelques points communs avec Sangoku, non pas sa force, mais son insatiable faim. Voilà, j'ai tout le temps faim, donc je vais plusieurs fois à la salle à manger également, donc tout va bien, on est vraiment identiques. Et merci beaucoup pour le rappel, puisque je devais venir il y a de cela quelques temps, mais comme j'ai eu du taf qui est venu par hasard, j'ai pas pu venir, donc là très heureux d'être là. T'es un lâcheur, mais c'est pas grave quoi, je veux dire. Je ne suis pas Krillin. Il est vrai. Il est vrai là-dessus. On trouve toujours une bonne occasion de ramener les copains, animateurs, commentateurs, streamers sur ta chaîne perso tous les matins du mardi au vendredi. Exactement, où on traite des news, jeux vidéo, pop culture, donc le popcast, je me dis ça va. On est plutôt bien lotis. On est plutôt raccord. Je vous invite à suivre aussi sur Instagram parce que les stories d'annonces, elles sont incroyables. J'espère que vous aimez Shrek. De ouf. Lui, c'est mon gars sûr pour le coup. Lui, c'est vraiment mon gars sûr. Mais encore une fois, très content d'être là. Et puis, on va dire que c'est une fête malgré la disparition d'Akira Toriyama. Mais on va essayer de tourner ça en mode que des bons souvenirs, que du truc positif. Donc, vraiment, que du kiff d'être là pour le moment. C'est de la frappe. Exactement. On avait prévu et je pense qu'on aurait d'une façon ou d'une autre parlé de Dragon Ball à un moment ou un autre dans cette émission. On y arrive par le biais pas forcément le plus heureux, mais ça nous fera l'occasion, tu l'as dit, de plutôt revenir sur notre rapport à Akira Toriyama, à nos souvenirs liés de près ou de loin à Dragon Ball, les mangas, les animés, les jeux vidéo, mais pas que, puisque Akira Toriyama c'est aussi Dr. Slump, c'est aussi des contributions avec Square Enix pour Dragon Quest, Chrono Trigger, enfin voilà, c'est un monsieur qui a été quand même assez productif depuis le début des années 80, quelqu'un d'assez discret aussi, finalement on s'est peut-être un peu tous rendu compte, en tout cas ça a été mon cas au moment de son décès, qu'on connaissait pas forcément grand chose sur lui. Il essayait de cultiver justement cette discrétion. Alors on va aussi en parler un tout petit peu, on l'a dit, donc décédé le 1er mars dernier. On l'a appris une semaine plus tard, puisqu'au Japon ces choses-là prennent un petit peu de temps, il y a toujours un petit peu de délai entre les décès et leurs annonces officielles, à l'âge de 68 ans. Alors c'était un hématome sous-dural, donc ce qui peut vouloir dire plusieurs choses. En tout cas on a assez peu de détails encore là-dessus. On se doute qu'il y avait une maladie, une intervention qui avait eu lieu, qui était prévue, enfin voilà, tout ça n'a pas encore été rendu officiel. Le Japon c'est aussi la culture un petit peu du secret à ce niveau-là. Il devait être récompensé pour l'ensemble de son œuvre dans l'année par justement un consortium d'animation japonaise, et son discours a pas fuité mais a été mis en ligne, et dedans il faisait mention du fait que il était particulièrement content, d'autant plus qu'il savait sa santé plutôt faible. Donc il y avait quand même quelque chose qui était, c'était pas une surprise en tout cas, peut-être pour lui et ses proches.
Voilà, mais effectivement, je pense que pour pas mal de monde, ça l'a été. Alors peut-être pour commencer un petit peu cette émission, vous demandez un petit peu votre rapport, vous, à Akira Toriyama, peut-être par rapport à votre histoire personnelle et éventuellement comment vous avez appris et comment vous avez pris son décès. C'était quelque chose de finalement assez inattendu pour un petit peu tout le monde. J'ai commencé avec toi, Adi. Ouais, en fait, tu vois, moi je suis pas trop hommage, même quand il y a quelqu'un que j'aime bien et qui disparaît, un acteur, un comédien, un chanteur, ça peu importe. Je suis pas du genre à m'étaler sur Twitter, Insta et tout, c'est bon, ça m'embête, c'est un gars que j'adorais, une nana que j'adorais, fait chier, tu vois. Et Toriyama, c'est presque l'effet Michael Jackson, tu vois. Je pense que quand Michael il est mort, tout le monde se souvient de quand il l'a pris, à quel moment. Moi, j'allais au cinéma, j'étais avec un pote, on descendait juste à côté du lycée Michelet, là où j'ai fait mes armes étant plus jeune, et on regarde ça, on dit mais c'est pas possible. De toute façon, Michael, il est mortel, tu vois. Et en fait, non, il était vraiment décédé. Et Toriyama, je dirais pas que c'est aussi précis, mais ça m'a fait le même électrochoc en mode putain, mais lui aussi, il est mortel en fait. Et puis tu regardes la montre, tu fais wow, il est jeune. Donc c'est un peu bizarre cette histoire. Donc ouais, en fait, ça m'a grave marqué, ça m'a grave touché. Ça fait partie des rares, voilà, où j'ai décidé de prendre comme tout le monde, mon téléphone, trouver un petit gif sympa, mais c'est pas à la hauteur de ce qui entre guillemets m'a apporté et des choses qui m'a fait vivre, parce que son œuvre et surtout Dragon Ball et plus, c'est vraiment moi ce qui m'a marqué. On en reparlera un peu plus tard, mais c'est vrai que je connaissais pas du tout, très peu Dr Slump. Je connaissais très peu toutes les œuvres qu'il a fait à côté, et tu vas peut-être nous en parler en partie aussi. Et vraiment, ça m'a touché, étonnamment ou pas, ça m'a fait un truc. Ouais, donc effectivement, il a commencé pas par Dragon Ball, là où finalement la plupart d'entre nous le connaissons, et c'est là où sa notoriété est arrivée. J'allais dire en Europe, mais non, quand même majoritairement en France, en tout cas au départ. Ça a commencé, tu l'as dit, par Dr Slump, une première publication entre 1980 et 1984, l'histoire d'une androïde créée donc par ce Dr Slump qui s'appelle Arale et qui lui a volé un petit peu la vedette, en tout cas a volé la vedette au personnage qui donne son nom au manga au fil des épisodes, qui était un premier phénomène de société au Japon, qui a instauré un premier argot, on va dire. Enfin, il y avait cette manière de parler qui était typique du manga et de l'anime, qui était ensuite reproduite dans un petit peu toute la société japonaise, dans les différents hommages qui ont été apportés ensuite. Il y a même Miyazaki qui a dit que lui aussi il utilisait ce slang, cet argot de Dr Slump. Donc c'est pour dire à quel point il a touché déjà très tôt, dès son premier ouvrage majeur, le monde de la pop culture et le Japon d'une manière générale. Ce dont on se rend pas forcément compte avec un point de vue occidental sur la question, c'est qu'en fait Dragon Ball, c'était pas le premier succès de Toriyama du tout. Dr Slump, juste pour vous donner quelques stats assez sympas en termes de visionnage, c'est l'équivalent des Simpsons aux US à leur plus grand pic de succès dans les années 90. Donc pour poser juste les bases, et au moment où il démarre Dragon Ball, c'est juste qu'il commence à se lasser un petit peu de faire Dr Slump parallèle, etc. Et son éditeur ne veut pas le lâcher, donc le pousse à genre ok, si tu crées un truc, tu nous crées un truc qui est 2 fois plus genre qui est un succès que Dr Slump, qui est genre une institution au Japon, quoi. Et le mec y est arrivé quand même. Même si je crois que pour le coup, Toriyama étant un assez gros flemmard de ce que j'ai pu lire et entendre à droite à gauche, il a commencé dans le manga comique parce que tout simplement, quand on postulait pour des concours comme ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était 2 fois moins long d'écrire un manga comique qu'un manga dramatique ou un manga d'action. Et malin. Donc lui ça lui allait, voilà, il allait au plus vite, au plus efficace. On n'appelle pas ça un flemmard, on appelle ça un optimisateur. C'est ça, et il savait vraiment travailler pour le juste temps, et Dragon Ball était une échappatoire par rapport à Dr Slump, et il pensait à l'époque, il l'a dit maintes fois après, il a lui-même pas trop compris pourquoi ça a pris cette envergure-là et à quel point ça l'a dépassé lui-même et ça a atteint des sommets à ce point-là. Il y a surtout, il était déjà un peu connu, même avant Dr Slump. Il avait fait 2-3 petites séries qui avaient eu leur petit bonhomme de succès dans les différents Shonen Jump, etc. Et il y a tout de suite eu un style. Toute son œuvre, on voit qu'il y a un trait, il y a une patte qui est identifiable et elle marque profondément le genre du manga. Et il y a le succès de Dr Slump, et derrière Dragon Ball, c'est aussi quelque part la modernisation un peu parodique
d'un mythe asiatique monumental qui est la pérégrination, le voyage vers l'Occident, quoi. Et que tous les fans de Wukong en jeu vidéo attendent cette année. Wulong, je sais plus lequel des deux. Et oui, c'est Wukong. Et donc c'est un truc, c'est comme si un auteur, en France par exemple, reprenait le mythe de, je sais pas, Les Misérables. Ouais, voilà. Et on faisait quelque chose de truculent et de nouveau. Jean Valjean. Donc il y a ça quand même. Et puis là, dans tous les hommages qui se sont succédés, j'ai pu lire ou voir, je ne sais plus, comme quoi à la base, Son Goku c'est une blague. C'est l'équivalent du roi singe, mais il en fait un bonhomme qui a des bras à peine qui peuvent pas se plier tellement qu'il est caricatural. Et après, il se met à faire des combats. Et il a fait un des premiers trucs qui n'avait jamais vraiment été fait dans des mangas à succès, c'est qu'il a fait évoluer et grandir ses personnages. C'était un truc qui ne se fait pas dans Olivier Tom. Il grandit un peu, mais sur la fin du truc, et c'est une deuxième série. Mais le fait d'avoir comme ça un personnage qui en accepte, l'éditeur accepte de le faire grandir et donc de peut-être perdre un peu les codes de ce qu'il y avait, c'est l'un des premiers il a ouvert des portes, et c'est en ça que les plus grands acteurs, les plus grands auteurs de manga actuels ont rendu des hommages mais hyper touchants et hyper respectueux à Akira Toriyama lorsqu'il a la nouvelle de son décès est arrivée, quoi. Et pour revenir un petit peu sur la création de Dragon Ball, il y avait effectivement ce mythe chinois réadapté, et ajouté à ça l'amour de Toriyama pour les films de Jackie Chan. Voilà, il en a énormément bouffé. Il en parlait, alors je vais pas dire régulièrement parce que c'est quelqu'un dont les interviews étaient assez rares, et vraiment il les accordait que quand. Quasiment les seuls qu'on a, c'est d'époque Dr Slump en mode je démarre donc il faut bien que je fasse ma com, et puis après c'est genre je veux plus jamais entendre parler de vous. Les photos, il y a très peu de photos. À chaque fois, tout le monde a sorti les 2-3 mêmes. Parce qu'il lui se représentait avec un petit bonhomme un peu comme Gottlieb avec sa coccinelle. Lui il était ce petit bonhomme masqué avec un masque à gaz un peu robotisé. Ouais. Le personnage le plus fort de Dragon Ball d'ailleurs, si on se prend la tête sur qui est plus fort entre Goku et Vegeta, c'est ce personnage qui est le plus fort. Il a annoncé, c'est lui, c'est le maître absolu de tout. Donc je vais essayer de trouver son nom parce que je me souviens plus. Il a un nom, ouais. Et mais c'est vrai qu'en dehors de ça, lui-même, on sait pas trop ni sa vie, il était ultra discret. Enfin, il était ultra discret, c'était un des rares mangaka extrêmement connus de cette génération-là qui n'a pas déménagé, n'a pas habité à Tokyo. Il a toujours plus ou moins vécu, alors c'était pas à Nagoya même, mais c'était en banlieue de Nagoya, donc qui est vraiment dans le centre du Japon, entre Tokyo et Osaka. Et il en a pas bougé, il a fondé son studio là-bas, et en fait c'était le paradoxe de Toriyama, c'est que c'était quelqu'un d'immensément connu et très très vite dans sa carrière au Japon et ensuite ailleurs, mais qui faisait tout pour rester discret, ce que le Japon ne lui permettait pas trop, puisque même par rapport par exemple aux déclarations d'impôts, il faut savoir qu'au Japon elles sont tout à fait publiques, donc assez vite il s'est retrouvé dans le top 10 des Japonais qui payent le plus d'impôts, donc il a été un peu questionné là-dessus. On savait que c'était quelqu'un qui gagnait extrêmement bien sa vie, mais lui tout ce qu'il voulait c'était qu'on lui fiche la paix, et il a même un peu délégué la gestion de sa fortune à des tiers, et qui en profité pour mettre de l'argent à gauche. Il y a eu des vieilles histoires comme ça, et où lui il a pas été inquiété parce qu'évidemment il était à des lumières de ça, il était pas c'était pas un truc qui l'intéressait du tout, la gestion. Même si tu le grattes, il était riche de toute manière, donc et vu qu'il s'en foutait des thunes de base, c'est ok, vas-y quoi. Pour reboucler sur la première question, on va poursuivre le tour de table. Otaksu, on en avait parlé un petit peu dans la foulée de l'annonce de son décès, la manière de comment tu l'as toi vécu, et ton rapport globalement avec Toriyama. J'ai chialé comme une merde. Oh, petit bonhomme. Non, mais si tu veux, je pense que tu avais parfaitement raison sur le parallèle que tu fais avec Michael Jackson, parce que je pense que pour une génération qui est la nôtre, voire même deux générations, parce qu'il y a Club Do, génération Big Three, où je pense que les deux le prennent de plein fouet, ce truc-là. Big Three, on rappelle, c'est Naruto, One Piece, Bleach. Début 2000, l'apogée du manga moderne. L'explosion mainstream du manga, enfin double explosion ultra mainstream, on va dire. Sengoku no Basara, tout ça. Mais je me souviens me réveiller, juste checker Twitter comme je fais assez régulièrement, juste genre la brique qui tombe, quoi. De genre, ah non, putain, mais attends, c'est vraiment les gestionnaires de droits qui sont en train de faire cette annonce là, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Puis tu commences un peu à tergiverser dans ta tête, tu réfléchis un peu tout, puis tu te dis, ah, mais attends, mais
Ça me suit depuis que je suis gamin, ça, en fait. Genre, c'était pas censé s'arrêter, en fait, quoi. La guerre. C'est un truc de fou. Et sur le coup, j'avais un moral un peu cassé, tu vois. J'étais avec ma copine, ça va et tout. Je suis là, ouais, mais merde quand même, quoi, tu vois. Puis je pouvais pas m'empêcher de lire tous les hommages, les trucs comme ça. Effectivement, je suis comme toi, j'en fais jamais parce que bon, voilà, le cycle de la vie, tout ça. Mais là, je pouvais pas m'en empêcher, en fait, quoi. C'était vraiment genre, non, ça c'est trop massif. Et surtout d'avoir lu les hommages, en fait, de Masashi Kishimoto, de Taito Kube, qui sont les mangaka de Naruto et Bleach, mais surtout celui de Eiichiro Il est Oda. incroyable son hommage. Hein. Wow, Mais il est poignant. Oda, l'auteur de Je l'ai One lu. Piece. Larme immédiate. J'ai regardé ma meuf, genre, con quand même. Je veux dire, putain. J'en avais noté une partie et c'est vrai que ça se termine sur bon, ils étaient relativement proches, j'imagine qu'ils se voyaient quand même assez régulièrement. Ils disaient juste, il conclut par penser que je ne le reverrai jamais, je suis submergé par la tristesse. Ouais. Et j'espère que le paradis qu'il a créé saura l'accueillir, etc. Enfin, mais même sans ça, en fait, cet hommage, il m'a touché parce qu'effectivement, on ne connaissait que très peu l'homme. Et on se rend compte par cet hommage, mais aussi par celui de Kishimoto et même celui de Taito Kubo qui a été super mal interprété, mais bon, ça, on va pas aller dessus. C'est qu'il était là pour cette nouvelle génération de mangaka qui juste a bouffé Dragon Ball et c'est ça qui les a influencés pour créer leur propre truc, quoi. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a en gros, il y a Tezuka, voilà, donc Osamu Tezuka, le papa d'Astro, qui est une espèce de déité comme ça, voilà. C'est l'inventeur du manga moderne. Ouais, voilà, c'est ni plus ni moins. Et ensuite, grosso modo, il y a le roi Toriyama, enfin en tout cas, il y a voilà, celui qui peut s'asseoir à la droite du père. Mais surtout, c'est lui, quoi. Tezuka l'a pointé du doigt comme son réel héritier culturel. Et Toriyama l'a pointé Tezuka du doigt en mode genre sans lui je ferais jamais de manga, en fait. C'est le même Spider-Man, c'est genre tout le monde se regarde, let's go. Et le truc c'est que quand tu vois la disparition de Toriyama, alors il y a eu le même genre de choc, hein, la disparition de Tezuka, mais plus j'ai envie de dire centré sur le Japon. Mais ça remonte aussi. Et ça remonte aussi pas mal. Mais c'est là où tu te rends compte que artiste ultra respecté qui a révolutionné son milieu, Tezuka, qui donne la patte à Toriyama, qui fait exactement la même chose, qui traite après les trois qui vont révolutionner ensuite, Kishimoto, Kubo et Oda, avec le même type de révérence et la même amitié sincère, parce que c'est ce que tu découvres en voyant le texte d'Oda. Oh la chiale. Donc c'est vrai qu'on a moi, quand vous savez, je regarde souvent un peu dans le rétro et j'ai été très marqué. Il y a un épisode où on parle des animés de notre enfance par justement tous ces dessins animés des années 80. Et c'est vrai que là, on arrive à un moment où en fait, il y a plus de fantômes que de vivants. C'est-à-dire que l'auteur de Albator, qui avait fait Interstellar, Matsumoto, non Leiji Matsumoto, est parti. Buichi Terasawa, qui faisait Cobra, est parti aussi. Et on commence à avoir, je crois que Gonagai est parti aussi. Tous, voilà, on commence à avoir. Ça devient un peu compliqué tout ça. Vas-y, donc Menro, enchaîne, toi, pour le coup, ton histoire perso avec Dragon Ball, elle remonte aux premières diffusions de Dragon Ball. Il y a quoi, il y a 150 ans à peu près, quelque chose comme ça. En noir et blanc. J'étais là. Il n'y avait pas la télé, c'était à la radio, je crois. Je crois que c'était à la radio. C'était à la radio, le RTF. À vous, Cognac G. Il n'y avait qu'une seule chaîne, de toute façon, donc bon. Non, évidemment, moi je regardais déjà des dessins animés et plein, on va pas les reciter tous encore à chaque fois. Puisque, là, je te coupe juste 2 secondes pour préciser, la diffusion animée de Dragon Ball en France, c'est à partir de 1988 jusqu'à 1995, et tu seras mieux placé que moi pour le dire, mais il me semble que le Club d'eau s'étant arrêté en 95, il n'y a pas eu la fin de la diffusion de Dragon Ball Z. Il manquait quelques épisodes qu'on a dû essayer de se trouver d'une manière ou d'une autre. C'était ça à l'époque. Mais non, en vrai, moi, je regardais des dessins animés, et puis 88, c'est aussi la fin de la première diffusion des Chevaliers du Zodiaque, et donc du coup, on cherche le remplaçant, parce que c'était avant Dragon Ball, il y avait les Chevaliers du Zodiaque, qui était le manga que tous les gamins, voilà, il y avait ça, et puis dans les sports, il y avait Olivier Tom. Et ça s'est bien enchaîné quand même. Hein. Ça s'est quand même bien enchaîné. Quelle époque. Et du coup, moi, oui, je me souviens exactement de la première diffusion du premier épisode. Donc, mon rapport à Dragon Ball, il commence avec un petit gamin qui est habillé en bleu, qui a une queue de singe et qui marche sur un rondin de bois et il va à la pêche. Voilà. Dans une espèce de campagne magnifiée
de style un peu chinoise que je connaissais parce que les 5 pics dans le Senseiya, etc., etc. Et du coup, voilà, je tombe en complète admiration devant cette histoire-là. Je disais tout à l'heure rocambolesque parce que le début de Dragon Ball est comme ça, c'est humoristique, c'est de l'aventure. Très très inspiré d'Arale en fait et de Dr. Slump à la D'ailleurs, base, ils vont se croiser, il y a un crossover qui et pendant Arale quelques est épisodes. officiellement aussi forte que Goku d'ailleurs. Ouais, Goku à l'époque. et donc voilà, moi, mon rapport à Dragon Ball, il commence comme ça. Et je garde après pour mes petits souvenirs de fin Bien sûr. d'autres trucs. Mais voilà, pour moi, je fais partie de la première génération, complètement. Et c'est pour ça que de voir les errements qu'il y a pu y avoir autour de cette série, et les facilités scénaristiques qu'il y a pu y avoir à travers où j'étais en son temps ou Super aujourd'hui, ça me fait vraiment mal au cœur de me dire parce que là il y a 2 ans, non l'année dernière, j'ai profité d'un trou dans mon agenda pour regarder tout Dragon Ball quand c'est arrivé sur ADN. Oh mec, En VO, j'avais jamais pu le voir en VO à l'époque tous les épisodes. Et donc du coup j'ai fait tout Dragon Ball, j'ai fait tout DBZ. J'ai pas fait GT et j'ai commencé Super mais ça me saoule trop. Mais voilà, et donc du coup la qualité scénaristique. Faut faire les films, pas faire Super. Les films ont été faits par Toriyama, Super Ouais, non. mais alors on parlera de tout ça après, des OAV, des films après, mais le truc en fait c'est que vraiment la qualité du storytelling entre le passage à Z, le dernier Budokai de la fin de Dragon Ball et jusqu'à Frieza, c'est une masterclass à chaque épisode. Alors évidemment il y a des épisodes à rallonge et des trucs, j'ai zappé le permis de conduire par exemple, On va en parler. Ouais. les fillers et tout ça. Jusqu'à Ciel quand même, pas Alors, jusqu'à Frieza. Pour moi Frieza c'est vraiment le must du must. Après il y a Cell et c'est bien, mais il y a vraiment pour moi c'est le passage les Saiyan et Frieza. Il y a débat, mais on n'est pas là pour ça. Voilà. Donc voilà, j'ai revu à 20 ans, 30 ans, 40 ans après avoir bouffé plein d'autres séries, plein d'autres trucs, avoir lu d'autres machins et vu d'autres bidules, à quel point c'était novateur. Et enfin voilà, aujourd'hui le personnage de Son Goku, il est comme celui presque de Dark Vador, connu dans le monde entier. Ouais, clairement. Ça fait partie des grands visages de la pop culture qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tu vois ce visage-là, alors, j'aime beaucoup le même où tu changes de la chevelure et c'est le même visage pour tous les personnages, pour tous les Saiyans. Mais blague à part, c'est un truc qui est dans l'imaginaire collectif aujourd'hui. Bah, je dirais même, on parle souvent de pop culture, mais pour moi, on peut dire culture tout court quand on parle de Dragon Ball aujourd'hui, quoi. Il a été récompensé, ne serait-ce qu'en France. Bon, déjà, en 2013, Toriyama a eu le prix spécial du 40e anniversaire du Festival d'Angoulême. Parce que au fil des années, Angoulême s'est ouvert en dehors de la BD franco-belge, mais aussi au manga, aux comics. Et 2013, ça peut paraître à la fois tard et tôt, dans le sens où finalement ça nous paraît assez lointain, mais le manga n'avait pas encore cette reconnaissance non plus complètement. Je parle vraiment des institutions, hein, en tout cas en 2013, donc mine de rien, il y a eu ce petite vista, si on peut dire ainsi, de la part du Festival Angoulême. Et il a même été fait chevalier, je crois, des arts et des lettres en France, même s'il ne s'est pas rendu lui-même à la cérémonie. Mais il y a quand même, voilà, on est, tu l'as dit, bien en dehors du cadre simplement du manga. Enfin, Dragon Ball, d'une manière générale, a infusé dans tous les pans de la pop culture possible. Et il suffit de voir les immenses produits dérivés. Enfin, même rien encore aujourd'hui, j'ai vu des affiches de la France insoumise pour, je crois, les européennes, où, grosso modo, ils reprennent cet imaginaire-là, quoi. T'as l'attaque des Titans, One Piece et Jean-Luc avec un truc de Son Goku qui fait un Genki Dama, quoi. Voilà, on en est là dans le sens où vraiment on va vraiment chercher espèce de terreau commun d'influence. Juste pour revenir boucler là-dessus, les visuels sont pas de super bon goût, mais pour dire à quel point ça infuse jusque là, quoi. Il faut vraiment se remettre à l'époque. Là, on a vu il y a quelques années une espèce d'explosion de la Pokémania. Il y avait eu je fais des choix de termes explicite, vraiment choisi, vous inquiétez pas. Je suis pas devenu un vieux con. Donc la France 3 Pokémania, régions, voilà. bonjour. Non, je fais exprès. Et tout d'un coup, après tout ce qui s'est passé avec l'emballement autour de Naruto, notamment en France, mais on se rend pas compte de ce qu'était ce qu'on a appelé, ce que justement les médias ont appelé la gagamania, la gagabalmania, je sais plus comment c'était. Il y avait ils avaient trouvé un terme comme ça. Les gagabaldiens, c'était les fans de Dragon Ball. Il y avait enfin voilà. Oh la vache. Ouais, non. Attends, parce que tu parles des mangas.
Des mangas, oui, Ouais. les fameuses. Oh, les mangas. Les fameux. Ah, c'est beau ça. On est à Toulouse ou Mais voilà, il y avait vraiment. Ça a été un truc, on en bouffait partout, quoi. Et c'était vraiment l'époque des cheveux jaunes, quoi. Donc. Il y avait vraiment quelque chose de t'envoyer partout, c'était incroyable. Et c'était aussi l'explosion des premières boutiques d'import, ce genre de choses. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, quand tu avais entre 18 et 22, tu avais des Frosted Tips, mon bon Menro? Doit-on en parler là tout de suite? Des quoi, pardon? On sait pas ce que c'est. Les petits bouts de cheveux jaunes. Alors, je me suis décoloré. On a vu des photos, mon bon Je me suis monsieur. décoloré les cheveux quand j'ai eu mon bac, ouais, mais c'est pas lié à Dragon Ball, pour le coup. J'en doute. Mais tu parlais de cet âge d'or, et pour boucler ce tour de table, moi pour le coup je fais partie, j'ai un pur millénial, dans le sens grandi dans les années 2000 quoi, et j'ai pas connu justement cette époque Club Do où n'importe quel magazine de jeux vidéo se devait d'avoir d'une façon ou d'une autre un Sangoku sur la couverture pour faire vendre quoi. Même si on avait juste une image du prochain jeu Super NES qui allait sortir dans 2 ans au Japon, il fallait la mettre parce que fallait faire comprendre aux gamins, ou en tout cas aux parents qui allaient acheter, que non, va y avoir Dragon Ball, tu vas voir, on va te filer des infos là-dessus. Donc je suis arrivé bien après ça pour le coup. Moi je crois que ma rencontre avec Dragon Ball avec Toriyama, ça s'est fait sur MCM quoi, dans le courant des années 2000. Exactement pareil. Voilà, et ensuite les jeux vidéo PS2 sont arrivés assez vite. Justement, ça va faire l'objet de souvenirs. Ils sont vieux des fois un peu. Je ouais, préfère bah. pas commenter. Je préfère pas commenter. Alors les vrais ont fait le combo MCM qui avait Dragon Ball Z et Manga qui diffusait Dragon Ball tout court. Ouais, t'inquiète pas, je vais en parler. Yes. C'était voilà, Canal Satellite, voilà, le meilleur du numérique. Et voilà, c'est venu un petit peu avec ça. Et l'annonce, C'est super bien, je ce l'ai film. pris avec un peu comme tout le monde, c'est-à-dire tu te lèves le matin, tu vois ça, et c'est toujours, j'ai ce truc souvent quand il y a ce genre de décès un peu marquant, où tu vois les réactions des gens avant de voir un article un peu officiel qui formalise le truc, et tu te dis et un truc dans l'air, tu dis mais attends, pourquoi ils disent ça là maintenant tout de suite? Tu scrolles un peu, tu te fais des recherches, tu fais ah mais merde, mais c'est vraiment arrivé. Et au moment de l'annonce, je me suis vraiment, c'est comme je l'ai dit en intro, je me suis rendu compte que je ne savais rien de ce mec-là. On en avait parlé dans le podcast d'annonce de ce qui allait à venir pour l'année, dont Dragon Ball Daima. Dont oui. justement, il parle dans le fameux discours aussi que tu cites. Et je me faisais la réflexion de mais quel âge il avait, même ça, je ne situais pas très bien. Et enfin, pour moi, c'était presque. En fait, c'est bizarre quand tu découvres quelque chose à un moment et pas longtemps après, on te l'enlève. Enfin, en gros, tout d'un coup, c'est hop, il disparaît. Donc ça a été très très soudain et vraiment un effet très 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 bizarre. Pour moi, pareil, c'était un peu un direct au foie. Tu te réveilles le matin, pouf, on te coupe la respiration avec un impact comme ça. Tu parlais de Michael Jackson tout à l'heure. Moi, Ouais. c'est à la mort de Bowie, ça m'a fait ça aussi. Ok. Et c'est vraiment une prise de conscience un petit peu de waouh, ça y est, je suis en train de perdre mais pas mes idoles, mais il y a un peu ce truc-là. Genre là, ça me touche. Enfin voilà, il y a d'autres décès, tu fais ah bon, c'est dommage, il était jeune, il était vieux, tout ça, tu commentes. Là, non, il se passe quelque chose un peu, et pour dire à quel point c'est intense, même ma maman qui a 80 ans et qui vit à 700 km d'ici m'a envoyé un message pour me dire ça va. Enfin, Ah ouais, enfin, carrément. ouais, parce qu'elle savait que Elle était au courant. il y a des trucs, tu vois, tellement que je lui ai rabâché à l'époque, que je chantais le Bernard Minet dans la bagnole et tout. Enfin, tu vois, c'est un truc. Oui, on ne connaissait pas Chala et Chala, et je vais en parler tout à l'heure aussi. Donc pour avancer un petit peu, pour avancer un petit peu par rapport au style Toriyama, qu'est-ce que y a pas de, c'est pas une question piège du tout, même si elle va peut-être être compliquée à résumer, mais qu'est-ce que le style Toriyama pour vous, qu'est-ce que vous en gardez peut-être avant d'arriver sur les souvenirs très 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 perso, qu'est-ce que ça vous évoque avant tout Avant tout, Adibou, dites-nous tout. Écoute, en vrai, j'avoue, moi, je vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que probablement qu'il y a plein de trucs à gérer, à expliquer pour les graphistes, les illustrateurs et tout. Mais c'est un style unique et c'est un style que tu reconnais à vue. Tu vois un truc, tu fais, ça c'est Toriyama. Et je me souviens même quand j'étais petit, à un moment, tu sais, je crois que c'était Chrono Trigger ou Dragon Quest, tu vois, mais j'étais vraiment petit, donc moi je voyais pas trop, tu vois, probablement j'avais un console plus ou un joypad qui parlait de l'import et des jeux japonais, et du coup je faisais pas du tout les liens entre tout ça, tu vois, juste je lisais, j'avais 7 ou 8 ans, j'étais en mode, mais c'est bizarre,
On dirait Dragon Ball, c'est Dragon Ball. Il ressemble vachement là. Mais ouais, c'est un truc de fou. C'est le nouveau Et- personnage. Mais exactement, et après j'ai dit mais non c'est pas possible, je l'ai jamais vu ce perso, alors ouais il a une épée comme Trunks mais c'est pas Trunks, j'ai jamais vu sa gueule et tout, puis ce truc, ce slime là, qu'est-ce que ça a aucun sens. Et en vrai ouais Toriyama pour moi c'est un style déjà inimitable et que tu reconnais instantanément, peu importe, de toute façon là où il a bossé tu le sais, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit peut-être les petites pareil quand tu sais les mangaka aiment bien de temps en temps pour les anniversaires, tu sais se dire ouais, moi je dessine Luffy version Naruto, moi je dessine Naruto version One Piece, bah là pareil tu vois, genre quand Toriyama il faisait les persos tu dis ah mais ça c'est Toriyama, ça se voit direct que c'est lui et tout, et c'est vraiment pour moi quelque chose de marquant, c'est qu'il a créé vraiment une patte unique qui a pas l'air d'être si compliqué tu vois quand tu vois ça, mais qui à l'époque devait être vraiment révolutionnaire de fou, et c'est un style qu'il a fini parce qu'effectivement quand tu regardes les premières planches c'est très comique, très grossier etc, et au fur et à mesure ça s'affine mais il s'est jamais perdu finalement je trouve dans son dessin, et je dois dire respect parce que bah en vrai ouais tu reconnais instantanément, et ça c'est vraiment la marque des grands. Mais justement, un truc qui a pas mal marqué sur le style de Toriyama, particulièrement à l'époque de Dr. Slump, c'est justement le format, ce qu'on a appelé le SD, qui est devenu le chibi après, donc le super deformed, comme on l'appelle. Donc c'est des tout petits persos aux dimensions qui sont pas super proportionnées, mais qui sont du coup hyper mignons, hyper rebondissants quelque part. Ça a été en fait extrêmement popularisé par Toriyama, voire même il se pourrait qu'il a été l'initiateur en fait du mouvement. Ça j'avoue j'ai pas creusé à ce point là, mais un truc qui était assez intéressant je trouve avec Toriyama, c'est qu'en fait il pouvait flex de bâtard, c'était un dessinateur incroyable. Si vous regardez, si vous avez Sur la la mécanique curiosité, aussi. sur la mécanique aussi, ouais complètement, Ouais, j'allais y venir, J'allais venir aussi, mais vas-y. pour flex un peu, pour vous montrer, si vous voulez le voir, en fait, cherchez une des premières images de Dr. Slump où on voit en fait Dr. Slump, donc le personnage titulaire, juste son visage avec une toute petite Haralée qui se trimballe dessus. Tu vois Haralée en forme SD, absolument trop chouki, etc. Tu vois aussi un des gros marqueurs de Toriyama dans ça, qui est que ces dessins peuvent être dessinés par beaucoup de gens assez simplement en fait. La plupart des gens qui ont appris à dessiner ont commencé avec Dragon Ball, mais si tu regardes le Dr. Slump en fond, mais il est flex de ouf, genre les ombres sont magnifiques, enfin il a une patte, une 3D qui est incroyable dessus. Et il y a eu un autre truc, je vais laisser après d'autres trucs, parce que j'en ai tellement à dire, mais bref, un autre truc qui est assez marquant et où on voit l'héritage de Tezuka, c'est à quel point il maîtrisait en fait le découpage des mangas et comment les rompre en fait. Vous savez, les mangas c'est toujours des cases, etc. qui renferment l'action, mais avec Toriyama, la case elle pouvait prendre la forme d'une boîte aux lettres, elle pouvait prendre la forme d'un personnage, on pouvait passer d'une case à l'autre. C'était pas des carrés, avec des chevauchements, voilà. Globalement c'est Tezuka qui a plus ou moins lancé cette mouvance, hein, mais Toriyama en fait avait un sens du rythme à la lecture qui était incroyable, juste incroyable. Il y a pour le coup, c'est vrai qu'il y a ce passage donc d'un trait un peu presque naïf, un peu rond, à la mise en place d'un dessin très anguleux au fur et à mesure que le ton et de l'histoire et des personnages se durcit. Et il y a quand même quelque chose de très marquant. Je parlais de Gottlieb tout à l'heure avec la coccinelle, mais en fait, quand tu lis du Gottlieb, il est capable de faire du dessin quasiment photoréaliste. Et derrière, il simplifie. Et l'art de la simplification, ça me demande d'avoir une maîtrise totale de la chaîne de dessin. Et c'est là où la simplification, c'est pas juste on fait moins parce que on sait pas. Non, lui, il sait exactement ce qu'il faisait. Et là où c'est justement l'évolution de Dragon Ball, et là où c'est aussi marquant, il y a ce travail de découpage et de rythmique dont tu parlais. Et il y a un autre truc, c'est qu'il s'est beaucoup inspiré, alors que lui n'était pas consommateur, il l'a dit en interview, d'animé. Mais il s'est servi de ce que faisait l'animation, donc en vidéo, pour dynamiser son trait, ses angles, de voir des personnages au lieu de les voir de face ou de profil ou de trois quarts, de changer les angles et de faire des poses qui étaient incroyables et qui sont iconiques aujourd'hui. La notion de mouvement où on peut voir, enfin il a énormément poussé le fait que par exemple si un personnage saute, on a plusieurs étapes de son saut qui sont plus ou moins transparentes à mesure où tu vois vraiment les étapes. Ça a été propulsé par Toriyama, les gens. Et je me souviens quand les jeux vidéo, les derniers en date sur Dragon Ball Z sont sortis, que ce soit Fighter Z ou même les Tenkaichi il y a quelques années,
y a quelque chose qui était assez saisissant, c'était que les gens faisaient oh regarde dans cette la présentation du personnage il a la même pose ou quand tu fais ce combo il fait exactement il y en avait un paquet d'ailleurs. Il y en avait un paquet mais tellement qu'elles sont iconiques. C'est comme Spider-Man n'était jamais dessiné quand il était en costume dans une position normale. Il était tout le temps dans une position et ça fait partie des règles que le créateur, alors c'est pas Stanley, Stanley n'était pas au dessin mais Kirby. c'est peut-être Jack Kirby avait décidé, c'était comme ça. Spider-Man ne sera jamais représenté en costume dans une position humaine, il sera tout le temps dans une enfin voilà. Okay. Et là il y a quelque chose un peu de cette transcendance là et ça devient un manga d'action essentiellement et c'est toujours lisible. Et le trait n'est pas trop chargé. Et pourtant, il y a ce dynamisme perpétuel. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est aussi marquant. C'est pas juste des combats avec des mecs qui ont les cheveux blonds. Enfin, il y a vraiment un impact. Alors, je vais faire un parallèle qui est peut-être un peu too much, mais Spielberg, dans le cinéma, a quand même ouvert un type de cinéma spectacle en ouvrant des méthodologies, des savoir-faire. Et je trouve que Toriyama a quelque chose un peu de ça dans ce qu'il a fait pour le manga et sa démocratisation derrière. Si c'est aussi facile et si ça a eu autant de succès, c'est parce qu'il y a une évidence quand tu le regardes et c'est tellement transparent que ça se prend pas, tu réfléchis pas au truc quoi. Non, mais juste pour ajouter ma pierre à ça, c'est je trouve que d'une manière générale, l'art et même le geste d'une manière générale n'est jamais plus beau que quand il arrive à donner l'impression d'être simple, c'est-à-dire une impression de fluidité, c'est con mais enfin on parle d'Akira Toriyama et moi dans ma tête j'ai Roger Federer, peut-être parce qu'il y a des annonces sur Top Spin en ce moment, mais le fait que c'est la beauté du geste où tu sais que c'est ultra compliqué mais que ça donne une impression de facilité, de délier, et pour moi Toriyama c'est ça dans le sens où c'est pas simplifié à l'extrême mais ça donne l'impression d'être facile, ça donne l'impression d'épure en fait. Et pour moi le meilleur personnage qu'a créé Toriyama qui vraiment résume ça, c'est le slime de Dragon Quest. Oui. C'est-à-dire que l'absolu icône. Il te prend une goutte d'eau, il te met 2 yeux, un sourire niais, et t'as un des personnages les plus emblématiques, et en plus c'est un ennemi, c'est même pas un personnage ni qui parle ni que tu joues ou quoi, mais c'est un des personnages les plus emblématiques du jeu vidéo aujourd'hui, et c'est une forme que presque tout le monde peut faire, mais que personne ne peut faire comme lui. Voilà, tu l'as dit, c'est le style Toriyama, c'est celui où par défaut on va dire t'as envie de dessiner des mangas, tiens, prends n'importe quelle illustration de Dragon Ball et essaye de reproduire plus ou moins ça. C'est loin d'être aussi facile parce qu'il faut justement en arriver à des stades et des stades pour être capable de arriver à ce trait-là. Et clairement, lui il l'a peaufiné, et c'était d'autant plus que comme tu parlais de les diffusions en parallèle de Dragon Ball et Dragon Ball Z, tu vois justement les évolutions. Et juste en dernière chose, on a parlé vite fait des véhicules, et c'est vrai que je l'ai un petit peu découvert, même si je m'en suis rappelé a posteriori dans Dragon Ball Z, mais quand tu prends les couvertures de Dr Slump une à une, sur chaque couverture t'as un ou deux personnages qui sont sur des véhicules, et le véhicule est à chaque fois différent. Ça va être une moto parce que c'était un fan de moto, c'était un fan de maquettes qui faisait lui-même beaucoup de maquettes. Ils sont sur une voiture, ils sont sur je sais pas, un décapotable, un camion, quoi qu'il arrive, et là pour le coup t'as une précision dans les mécaniques, dans s'il y a un bout de moteur qui dépasse, etc. Enfin c'est là tout d'un coup son trait s'affine et il va chercher vraiment le détail absolu, et c'est pour moi le grand écart qui caractérise son style. Mais ça paraît mécaniquement cohérent, genre si tu le sortais et que tu le mettais dans le monde réel, il aurait exactement la même gueule quoi, t'as l'impression que ça fonctionne. Et un des trucs que je voulais rajouter justement, c'est sur le côté cinématographique, parce qu'en fait Toriyama était un grand fan de ciné aussi. Ce qui est assez amusant et que la plupart des gens ne connaissent pas, c'est qu'en fait le manga qui l'a fait embaucher par Jump, c'était une parodie de Star Wars, les gens. Déjà de base. Mais ils pouvaient pas l'éditer parce qu'ils avaient pas les droits. Oui, voilà, de base. Et puis même Jump l'a pas vraiment fait gagner, mais ils l'ont embauché quand même parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un petit truc, le patron de l'époque, du moins c'était ça. Et aussi un énorme fan de Alien. Et c'est là où tu vois quelque part l'influence j'ai envie de dire mondial qu'avait sa plume, parce qu'il a déjà démarré en tant que designer, donc il avait ce sens de, comment dire, du quotidien, du réel dans sa plume en vérité, et il y a rajouté l'influence pop culture, et c'est juste une explosion infinie. Si vous regardez Cooler, qui est le grand frère de Freezer, c'est complètement alien, hein. Il y a juste pas de
Même Freezer 3. Enfin, et il y a aussi un truc qu'on n'a pas trop abordé, c'est qu'il a quand même aussi un humour complètement pipi caca. Oui, voilà. En fait, pété, dans le style, on parle du très style potache. on parle du style de dessin, mais il y a aussi le style dans les thématiques, quoi. C'est ça. Donc C'est la naïveté enfantine remise au goût de l'humour, quoi, en fait. c'est ça. Je veux dire, les dessins de caca avec des bras et des jambes qui sourient, ça vient de là. Hein. Enfin, alors peut-être Genre, que d'autres l'avaient fait avant, mais Non, legit, l'emoji du Pouf. caca qui sourit là que tout le monde kiffe sur iPhone ou Android Excellente. n'existerait pas sans Toriyama. point. Monsieur Anki. Mais donc il y a cet humour là et puis bon évidemment culturellement il y a aussi tout ce côté Mokori qui est dans City Hunter aussi hein, du Tortue Génial hein, qui aime beaucoup les jeunes filles et tout ça c'est sûr que c'est un peu plus compliqué à Je crois que dès les premiers volumes de Dragon Ball, hein, il y a en gros Bulma qui lui échange une des boules de cristal en échange de lui montrer son intimité. Et lui, c'est un petit garçon, donc il comprend pas trop. Mais il y a ce genre de choses très tôt. Surtout au début. Après, ça se retourne complètement. Et c'est plus voilà, l'art du storytelling et de comment tu construis un récit de transcendance, parce que c'est ça aussi, c'est l'histoire des arts martiaux, l'entraînement, etc. Tout ce qu'on appelle le neketsu ça existait déjà, mais ça a pris quelque part, c'est devenu le panthéon de ce qu'il faut faire. Enfin voilà, le groupe de potes la force de l'amitié, tout ce qu'on peut dire et pointer du doigt dans les shonen, quelque part ça vient pas de là, mais c'est un des plus grands représentants en tout cas. Ça peut venir de là, hein, parce que. Il y avait Sensei avant, tu vois déjà. Ouais, mais ce qu'il faut la voir, partie c'est tournoi, quand. peut-être la partie déjà tournoi. la partie tournoi, même si il me semble pas que ce soit le créateur, mais en tout cas c'est celui qui l'a magnifié. Mais il y a un gros truc dans les mangas qu'on retrouve aujourd'hui qui a été particulièrement influencé par Dragon Ball, c'est les systèmes de pouvoir en fait. Là où on a le Saiyan 1, 2, 3, etc. Donc des trucs très simplistes. Pour faire en sorte que les mangas d'après réussissent à sortir du lot, ils ont été obligés de complexifier à fond ce truc-là. Et c'est là où on se retrouve avec le Nen de Hunter x Hunter ou sur Naruto les pouvoirs de Shinobi, etc. Mais tout ça vient de Dragon Ball en fait. C'est juste Dragon Ball qui a fait bah nous on a un système de pouvoir maintenant. Point. Et il est simple au possible, mais il est simple comme Toriyama l'aimait faire. Et le truc c'est que bah il y avait pas de rival quoi. Du coup, il était tout seul. Clairement. Et donc on a un petit peu fait le portrait de... Dernier truc quand même. Ah ok, on va se dire. Désolé, en termes d'influence. Non mais j'aime beaucoup Toriyama. En termes d'influence culturelle aussi, il faut voir que pas mal de persos ont eu énormément d'impact sur des communautés. Il faut citer notamment Piccolo, qui dans la communauté afro-américaine a été repris comme justement l'exemple de l'immigré repris dans une culture qui en est... aussi autant chanté qu'il n'est intégré après, qui sauve malgré tout voilà ce contexte énorme. Ça a énormément résonné dans la communauté afro-américaine au point qu'il y a des tonnes et des tonnes d'analyses culturelles sur le sujet, notamment j'arrive plus à me souvenir mais il me semble que le titre c'est genre Piccolo is a Black Man ou un truc comme ça, qui est super intéressant et super touchant à lire. D'ailleurs, cette mécanique du méchant d'aujourd'hui ou méchant d'hier qui devient l'ami de demain, on l'a avec Piccolo, on l'a avec Vegeta, et c'est quelque chose qui sera repris par une tonne de shonen parce que derrière. c'est la force de Toriyama, c'est la simplicité de sa structure narrative et particulièrement autour de Goku, qui est un personnage naïf au possible, fait que en fait l'optimisme et la bonté triomphent à chaque fois. Plus que les coups. Même s'il met des sacrées tartines. Même s'il met, bien sûr. On va pas blaguer quoi. Et il y a aussi voilà tous ces jeux de mots, je veux dire les Saiyans, donc les guerriers de l'espace en français, donc c'est un peuple extraterrestre et ils viennent d'une planète qui s'appelle Vegeta, comme le nom de l'héritier qui est Vegeta, et ils ont tous des noms de légumes, de fruits et légumes. et dans la famille de Bulma, qui est aussi une sorte de crop top, on a Trunks qui est caleçon, et tout est comme ça, c'est-à-dire que ça a l'air couillon, mais chaque nom n'est pas choisi au hasard. Il fait appel à une logique et elle est un peu toujours. On a des personnages ultra premier degré qui sauvent l'univers ou comme ça, mais il y a toujours quelque chose de on se prend pas au sérieux, calme-toi. Parce qu'il y avait aussi Babidi, Mais oui.
Parce qu'il y avait aussi une mécanique d'écriture qui faisait que parfois c'était un peu la marabout bout de ficelle où on savait pas trop où ça allait aller, et puis il y a toujours tu vas bien nous faire un petit arc de plus, allez, un petit volume, parce que quand même ça fonctionne et tout. C'est ce qu'il a fait qu'au bout d'un moment, arrivé à la fin de Dragon Ball Z, lui il a fait vous vous démerdez pour le reste, moi j'arrête là. Il voulait déjà arrêter après Cell, il pensait avoir tout raconté, le 35, tome 35, il voulait l'arrêter, et c'est son éditeur qui l'a un peu forcé la main, et c'est là qu'on a eu la dernière période avec Boo, et après il a dit non c'est bon. Jusqu'à voir Dragon Ball Evolution et se dire attendez les gars, parce que finalement c'est de la merde, laissez-moi faire un petit film quand même juste, et on arrive à Battle of Gods. Donc le retour messieurs, donc on va maintenant attaquer un petit peu nos souvenirs perso à nous, liés de près ou de loin à l'œuvre d'Akira Toriyama. Petit tour de table, on n'en a pas forcément 2, 3, c'est à votre guise. On va commencer avec toi, Adi. Ouais, je vais en raconter qu'une, j'avais notifié les 3, mais moi je me souviens pour le coup, je vais commencer par la chronologie, voilà, je vais plutôt faire dans ce sens-là. Moi j'ai vraiment connu Dragon Ball Z en premier, mais vraiment très très fort. Moi je regardais le Club d'eau, alors je suis né en 87, donc j'avais peut-être pas l'âge de regarder, mais mes parents n'ont jamais été très casse-pieds avec ça. Ma grand-mère non plus. Après, elle était portugaise, donc bon, elle comprenait pas trop ce qui se passait, et c'était très bien comme ça. Donc moi, j'ai vraiment connu Dragon Ball Z avant de connaître Dragon Ball. Donc c'est vrai que moi, j'ai moins ce fanatisme de Dragon Ball que les gens ont. J'ai jamais été trop curieux d'aller loin dans Dragon Ball, alors que les potes, eux, étaient des absolus fans de Dragon Ball et mettaient même Dragon Ball supérieur à Dragon Ball Z. Moi, c'était vraiment toujours tout l'inverse. Et vraiment, je me souviens justement, ça faisait peut-être partie du dernier épisode qu'on a pu voir au Club Dorothée. Et tu vois, je regarde le dernier épisode, je suis c'est chouette et tout. Il était encore un truc de zinzin, il y avait Boo et tout. Et le lendemain, il n'y a plus. Et du coup, je me dis, comment ça, il n'y a plus? Comment ça, mon frère? Comment ça, mon ref? Je suis là, je suis à 7 ans, alors mon ref? Tu commences par un traumatisme plus qu'un souvenir. Mais de ouf, parce que j'ai kiffé très fort. Je me souviens plus trop de l'arc Freezer que j'ai regardé étant plus grand. Cell, je m'en souviens. Et puis Boubou, c'était génial, les fusions et tout. La dinguerie. Et le truc s'arrête. Et ça, du coup, comment je fais? Et ça m'a laissé un vide en fait. Mais Dieu merci, comme tu le disais, il y avait plein de choses sur le Teco, notamment des jeux vidéo, et c'est là où après, on a pu se régaler avec plein de jeux sur Super Nintendo, notamment PlayStation, etc. Mais j'étais sur ma faim, genre vraiment. Dragon Ball Z, ça a été moi mon premier rapport avec l'œuvre, et comme tu l'as dit, j'étais presque déçu de pas avoir le truc final, ce qui fait que peut-être ça m'a alpagué pendant quelques années avant qu'après tout revienne, parce que ça, il y avait pas internet à l'époque, on avait que la télé, enfin bref, c'était un peu le chaotique, et heureusement après les technologies ont évolué et on s'est régalé, mais tu vois, même si c'était fini, et c'est encore le cas aujourd'hui, t'avais toujours Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Je sais pas comment ils se sont débrouillés les ayants droit, etc., mais t'avais toujours moyen de prendre du Dragon Ball en manga, en animé, en cassette, en jeu vidéo, en tous les produits dérivés de la planète. Et du coup, encore aujourd'hui, avec Daima qui va sortir dans pas longtemps, c'est une dinguerie. Franchement, ça, c'est un tour de force aussi qui est à noter. T'as l'impression que l'œuvre, elle est immortelle en fait. Oui, et ça, peut-être qu'il faut le souligner. C'est vrai que, évidemment, l'auteur principal n'est plus. Bon, après, il s'était retiré du projet Dragon Ball, en tout cas du manga Dragon Ball depuis donc 1995, en gros à partir de Dragon Ball GT, c'est plus lui. Ensuite derrière il a contribué à différents projets à mesure qu'on allait le chercher, à mesure qu'il voulait bien aussi, tu l'as dit, il est scénariste sur quelques-uns des films Dragon Ball Super, notamment Broly. Il a scénarisé aussi une partie de l'animé, du manga adapté de l'animé, parce que cette fois-là ça s'est fait à l'inverse, Dragon Ball Super, il avait participé à Dragon Ball Daima aussi sur certains, notamment le Chara Design, etc., donc qui va sortir un peu plus tard dans l'année. Donc il travaillait, disons, un petit peu plus ponctuellement sur Dragon Ball. Donc déjà on a eu presque 20 ans de Dragon Ball entre guillemets sans lui, et vous pouvez être certain que vous aurez votre dose de Dragon Ball pendant les prochaines années, parce que clairement on n'en est pas au bout. Il y a un jeu à sortir aussi prochainement, voilà. Oh là là, ça a l'air d'être beau ça. Ça a l'air d'envoyer de la bûchette. Peut-être Menro pour rebondir sur le côté Club d'eau. Souvenir, justement, moi j'ai. Le vieux. Il est pas forcément Club d'eau, mais il est important. Vous allez voir pourquoi. Moi, c'est vrai que donc je suivais la série Dragon Ball puis Dragon Ball Z. J'ai vu l'évolution, le mariage de Son Goku. Quand Son Goku se pointe et qu'il a pris 2 fois sa taille et que personne ne le reconnaît, et qu'il y a ce dernier Budokai contre Piccolo Junior, c'est incroyable. Ce
la mise en scène, enfin, le storytelling du tournoi est juste incroyable. Et je me souviens après, donc on passe au Z avec les Saiyans qui arrivent et tout, c'était juste incroyable. Et évidemment, c'est accompagné de jeux vidéo, on l'a dit. Sur Super Nintendo, il y a un premier jeu de baston qui sort, qui est complètement mou du cul, mais qui existe. Et il y a le 2 qui s'appelle La Légende Saiyan, qui sort dans les boutiques. Et celui-là, je me souviens qu'il est particulièrement important pour moi. Non pas que le jeu soit... Alors, il est mieux, mais il est culte. Aujourd'hui, on n'y jouerait pas. Mais toujours. Voilà. Pour resituer, est-ce que c'est celui où tu peux vraiment t'éloigner et il y a un Oui, split c'est cela. screen et Mais le premier ouais, déjà c'est le cela, faisait. Mais le La premier... série Butoden, hein, pour info. Oui, voilà, c'est ça. Le premier, t'as un split, mais qui est que. Enfin, les caméras partent tout droit, c'est chacun son tour. Là, tu peux les contrer en appuyant hyper fort pour essayer de voilà, il y a des Meteor Smash où tu balances les mecs dans des cailloux. Je me souviens, je vois ça, j'appelle un pote, il me dit non, tu déconnes, c'est pas possible, c'est pas techniquement faisable. Mais si, tu peux faire ça sur Super Nintendo. C'est pas techniquement, le mec, Non, le type, il croyait pas. il a 12 ans. Mais non, c'est pas techniquement faisable. Qu'est-ce que tu Il racontes? croyait pas non vraiment, il disait non, tu mytho. Pas sur une 16 bits, enfin. Et Les connais en C++, mais de quoi tu parles? les jeunes de l'époque étaient beaucoup plus évolués. Non, je déconne. Et du coup, c'est surtout celui-là, il est hyper important en dehors du jeu, qui était trop bien. Il y avait plein de persos qu'on connaissait pas, qui étaient ceux des OAV. Oui. Et oui. Ah non, pas encore. Non, Non, c'est Ça devait être Bojack et compagnie. et Broly, et Broly. Oh, entre autres. c'est beau. Et ouais, c'était hyper classe. Cell 3 qu'on connaissait pas encore, voilà. Et surtout, il était vendu dans un blister avec le premier tome du manga chez Glénat, le fameux tome avec la pochette un peu rose pâle, qui sortait pour la première fois en France. Et ça, c'était absolument incroyable. Donc moi, j'achète ce jeu. Et donc j'ai 14 ans, je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Même pas, 12-13, voilà, je suis nul en maths. Et du coup, c'est le premier tome de ma collection de mangas. Oh, C'est là où t'as je commencé avec le lis jeu vidéo, un manga pour la première fois. Je regardais des dessins animés et tout ça, et là je lis en manga pour la première fois. Et je vois la qualité de traduction, alors même si aujourd'hui elle a été refaite et tout ça, mais je me rends compte par rapport aux coupes et aux doubleurs qui faisaient un peu n'importe quoi sur pas mal de dessins animés, je me rends compte de ce que c'est en fait d'avoir le travail de l'auteur et pas la réinterprétation à travers Dorothée et tout ce qu'il peut y avoir. Et là je prends une claque. Du coup, je file dans une autre truc et j'achète le manga Gun, qui n'a absolument rien à voir, rien à de voir. Yukido Gishiro. Wow, dans l'âge adulte. Et là, le tout grand d'un coup, écart voilà, c'est les d'être deux coupé premiers d'un coup. tomes de ma collection où je sais pas, je dois avoir 2000 mangas aujourd'hui. J'ai arrêté d'en acheter il y a une dizaine d'années, ou presque. Mais voilà, et j'ai ce truc-là et qui donc va m'accompagner jusqu'à mes 30 ans facilement, Ça, c'est marrant. etc. Quoi. Moi, le jeu Et ça qui m'a vient marqué, vraiment de là, c'était quoi. Ultime Menace sur Super Nintendo. C'est le 3. Bah, c'est le 3, ouais. Lui, il m'a vraiment Là où il y avait marqué. Boo, Avec Boo, ouais. Exactement, ouais. Carrément. Tout à fait. Bah, littéralement celui que j'ai fait en fait, hein, celui Ah ouais qui m'a marqué aussi. Ouais, parce que, Excellente si tu veux- transition, tout ça Bah était voilà, voilà, évidemment passe dès là. très préparé. Incroyable. Parce que moi, hélas, je n'ai pas eu la Super Nintendo. J'ai eu la Mega Drive. Je suis navré. Vous pouvez m'envoyer voilà Je suis désolé pour vos toi. tweets frère. vénères, tout ça. Mais C'est le seul qui avait Krillin. de quoi, pardon? C'est le seul qui avait Krillin jouable sur Mega Drive. Ouais, mais j'avais pas Dragon Ball pour le coup à l'époque. Il y en a eu un, c'est pour ça. Il y en a eu un. Oui, c'est vrai, tiens, il y en Oui, a c'est eu un. joli, il y en a eu un. Mais je l'ai pas connu pour le coup. Mais j'ai connu Butoden et Butoden 3, justement, Ultime Menace ou que sais-je. Exactement. Parce que de temps à autre, mes parents allaient squatter chez des potes, boire des coups, et eux, ils avaient la Super Nintendo dans la chambre du gamin. Eux, ils avaient Butoden 3. Donc globalement, j'ai connu la Super Nintendo et cette partie du jeu vidéo Nintendo, en fait, hein, tout simplement, par le biais de Butoden 3 et évidemment Super Punch-Out, meilleur jeu du monde. N'hésitez jamais à le lancer, même maintenant. Mais surtout pour moi, en fait, ça a été quelque part la valeur partagée par tout le monde. Quand bien même après, on a fait partie de cette génération qui était plus ou moins conspuée pour aimer les mangas et les animés. Hein. Je me suis fait jeter dans pas mal de casiers, et je le sais. Quand on était enfant sur cette période-là, c'était plus ou moins le même niveau que Pokémon, où tout le monde a essayé d'hurler comme pas permis en faisant ah pour essayer d'être Super Saiyan, essayer de balancer un Kamehameha ou ce genre de choses.
Et c'est en fait une œuvre qui m'a permis de me faire un ami, quoi, qui m'a invité ensuite chez lui, où on a regardé les OAV du coup que j'avais pas vu de l'époque, en plus de quelques cassettes des inconnus. Et à un moment, t'as le grand frère qui vient en mode genre ah mais vous jouez à ce jeu Dragon Ball, c'était le jeu PS1 là qui était dégueulasse, celui Ultimate de Battle 22. non, c'était Final Bout. Ah, Qui était encore pire. Et le grand frère qui arrive genre non attendez les gamins, arrêtez, qui nous met devant Butoden 2 dans sa chambre en mode genre non ça c'est Dragon Ball machin. Tu dis ok, c'est intergénérationnel quoi qu'il arrive, et ça a poursuivi ça Dragon Ball dans toute ma vie en fait, où même quand après ma sœur a ramené un nouveau petit ami à la maison, tout ça qui était assez ouvert d'esprit sur le jeu vidéo, c'était ah t'as Budokai 3 Ah ouais, direct comme ça. bah on cash. va se la mettre. Ok, très bien. Mais du coup, le perdant, qu'est-ce qu'il fait? Bah, le perdant, il met un statut MSN du choix de l'autre. Ok, Ah, ça, c'est beau, rage ça. de main, tu Wow. vois. Alors, C'est couillu et quand même. ce- La photographie c'est quoi, d'une époque en une seule phrase. mais voilà, tu vois. Mais ça, c'est une époque folle. Et pour le coup, bon, ça a été un combat d'à peu près 30 minutes parce que sur Budokai, pour esquiver, il fallait juste appuyer sur X et on connaissait tout le truc. Donc c'était juste jusqu'à ce qu'on arrive à mettre une pichenette et que le temps soit écoulé. Mais bon, ça, c'est hélas une autre époque. Même si, rappelez-vous quand même que c'est Dims derrière, que Dims a fait Street Fighter 4 ensuite. Hein. Dims, c'est un studio fondé par les créateurs de Street Fighter 2. Street Fighter 2 qui a été particulièrement marquant. Pourquoi? L'usage du Hadoken et de Ryu qui vient de Dragon Ball. Putain, bref, c'est l'alpha et l'oméga Dragon Ball. Vive la vie, vive l'amour. RIP Grand Prince. Moi, c'est pour le coup, tu sais, c'est cette période-là, quoi. Je saurais plus dire exactement lequel c'était. Je crois qu'il y en a eu plusieurs. Enfin, vraiment les épisodes PS2. Donc, ça devait être Budokai Tenkaichi 1 et 2. Je sais plus exactement lesquels. Et c'est un truc que je partageais parce que c'était lui qui avait la PS2. Moi, j'étais plutôt GameCube, mais c'était mon cousin qui avait ça. On y jouait avec lui. Et pour le coup, moi, je sais que je regardais ça sur MCM, sur Manga. Lui, je suis pas sûr qu'il avait ces chaînes-là, je suis même pas sûr où est-ce qu'il pouvait regarder Dragon Ball dans ces conditions, mais c'était un truc sur lequel on se retrouvait quand même, alors que ni lui ni moi n'étions véritablement fans. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment suivi. C'est marrant ça. Non, mais enfin, c'était quelque chose qui a évolué un petit peu en parallèle de moi, Dragon Ball. Mais par contre, les jeux, c'était les jeux de combat du moment. Et c'est vrai que pour le coup, moi, c'était la première claque presque Dragon Ball. Je sais même plus dans quel ordre ça s'est fait, si j'ai pas connu même les jeux vidéo avant de découvrir les mangas. Honnêtement, je me souviens plus, c'est plus ou moins tout ça à la même période. Mais le côté vraiment, putain, t'es dans un jeu 3D, tu peux faire des esquives, ça va tellement vite que vraiment ton personnage il disparaît, que t'as les décors destructibles, tu passes dans une arène à une autre. C'était la claque, une de mes plus grosses claques jeux vidéo de l'époque, et je la partageais avec quelqu'un avec qui j'avais l'habitude de jouer aux jeux vidéo, mais qui était pas plus fan de Dragon Ball que ça. Mais par contre, je sais pas, il y avait ce truc on connaissait quand même les personnages, on savait, on avait un petit peu nos préférés, il y avait à cette époque-là, un truc, un minimum de connaissances de la part de tout le monde sur ce qu'était Dragon Ball ou l'idée qu'on pouvait se faire de Dragon Ball, même sans avoir suivi, même sans avoir de vraie diffusion accessible à tout le monde, quoi. Petite note historique rapport à ça, je suis désolé, je peux pas m'en empêcher. Budokai Tenkaichi, mine de rien, créateur de ce qu'on appelle l'Arena Fighter aujourd'hui, le 3D Fighter qu'on voit maintenant avec le dernier, je crois que c'est Jujutsu Kaisen qui est tout pourri. Non, on n'en parle pas de ça. Il y a Non, le non. Demon Slayer aussi. Ouais, qui il est pas fou, je sais. Qui est bof. J'ai bien aimé. Mais parce que je suis un pigeon. Naruto Clash Eh of oui. Ninja aussi, peut-être. Oui, Naruto, Ouais. Narutimelt, tout ça, Ultimate etc. Ninja Et ça, Storm. ça remonte à Budokai Tenkaichi. Avant ça, on a eu quelques adaptations en plus ou moins jeux de combat, mais en fait, c'était les Power Stone, les versions un peu Dreamcast, etc. Ce qu'on appelait l'Arena Fighter. La création du Fighter 3D avec la caméra derrière, c'est Budokai Tenkaichi, les gens. Et moi, je sais qu'il y a pas mal de fans de jeux de combat qui conspuent cette série. C'est vrai qu'elle est peut-être moins technique et moins compétitive que du Dragon Ball Fighters, mais pour moi, je le prends pas comme un jeu de combat. Pour moi, c'est la meilleure simulation de Dragon Ball. Et je n'y joue jamais en versus. J'y joue contre un CPU.
pour avoir tout l'écran et pas de vieux split, et d'avoir vraiment le mode histoire à chaque fois où il fallait des fois faire exprès de perdre, parce que dans la série animée à ce moment-là il faut perdre, et c'est comme ça que tu étais récompensé. Enfin, il y avait des trucs qui étaient incroyables, et voilà, le fait de balancer dans des combos, de poursuivre, c'était jubilatoire pour quelqu'un qui est fan de Dragon Ball. C'était c'était que du bonheur. C'est vrai qu'on jouait à ça, je me souviens, il y avait un mode histoire où tu progressais de planète en planète, et tu avais un système de capsules et où tu débloquais des capacités, et tu débloquais des combos au fur et à mesure du mode, et on jouait à ça même, je crois, en gros individuellement, à se passer la manette, à progresser dans le truc. Enfin, c'est un vrai souvenir que j'ai, et c'est marrant, ça m'est revenu même en parlant, mais même quand je suis allé en Irlande en voyage de classe, et avec mon correspondant, façon de parler, en tout cas l'autre élève de l'école de là-bas chez qui j'étais hébergé, il avait aussi Budokai Tenkaichi, je crois, sur sa PS2, et on se latait ensemble, on parlait ni très bien anglais ni très bien français, mais par contre le langage de Dragon Ball, ça on l'avait bien, quoi. Kamehameha. Et alors non, moi j'ai un autre truc, c'est quand j'étais vraiment très jeune, j'ai perdu un ami d'enfance parce qu'il est parti vivre à l'autre bout du pays. Il est parti, moi j'ai grandi entre Bordeaux et Bayonne, et il est parti à Nice. Et du coup, j'ai perdu un de mes potes qui était vraiment un peu un mentor pour moi, parce qu'il y avait... sais quoi ? Il est juste là. Fabien, entre Fabien. François Xavier est là avec nous. Non, et en fait, c'est un mec qui avait 2-3 ans de plus que moi, et donc il y avait quelque chose un peu comme ça, que je perdais un peu un mentor par rapport au dessin animé et tout ça. Et j'ai pu, quand j'ai 14 ou 15 ans, on arrive à se téléphoner à ce truc, et il m'invite chez lui, et je vais passer... T'as pris ta 103 SP et... Ah mais non, à 14 ans, mon grand, je suis pas allé à Nice comme ça. Non, j'ai pris le train. Nuage magique. J'ai pris le train, et en fait à Nice, lui il avait pignon sur rue dans des boutiques d'import, et je me souviens que il avait déjà une Saturn, alors qu'elle sortira chez nous que 6-8 mois après. Il avait, donc j'ai joué à Night bien avant. 2 mois après. Mais... Non, mais à l'époque c'était incroyable, jouer à Night. Enfin tu vois, c'était un truc comme ça. Et il avait, pour dire, il était pote avec les Bitoman, donc qui étaient les premiers qui ont fait qui sont filmés en train de déguiser des Sentai en version française, et qui étaient réalisés par Alex Pilote. Et du coup, je suis là-bas, et il a des laserdiscs. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est et tout. Et là il me montre les OAV qui n'étaient pas encore arrivés en cassette chez nous. Et là, je découvre Broly en japonais. Et plus que ça, je découvre Dragon Ball en japonais. C'est-à-dire que j'étais habitué à la voix du doubleur français, qui est très bon au demeurant, et qui fait ses Kamehameha. Et là, j'entends les Kaioken gueuler avec la voix comme ça. Mais je pète un plomb. Là, je me dis, mais c'est d'un autre monde, c'est d'un autre niveau, et je prends une claque, mais monstrueuse à ce moment-là. J'ouvre une parenthèse juste sur le doublage, parce que pour le coup, autant à l'époque, ou peut-être l'époque d'avant, avant Club Do, en tout cas certains dessins animés de l'époque, genre Ken, City Hunter, etc. Les doublages français, c'était en roue libre complète. Les mecs n'avaient aucune idée de ce qu'ils adaptaient, et ils prenaient des libertés complètement folles. Alors c'est marrant à revoir aujourd'hui, mais en termes de respect de l'œuvre originale, bof quoi. Et pour le coup, Dragon Ball fait un peu partie de cette première génération où il y a un vrai respect au côté du doublage, quoi. Il y a des erreurs, mais il y a un respect du truc, ouais. Enfin, en tout cas, dans l'intensité, dans l'émotion. Éric Legrand en Vegeta, c'était le doubleur de Seiya, par exemple, dans Les Chevaliers. Mais c'est vrai qu'il y a un très bon travail sur la version française. On est bien servi là-dessus, quoi. Mais quand tu découvres la VO... Ah oui. Et quand tu découvres Broly... À l'écrit, c'est différent. Broly, c'est un animal. Hein. C'est un putain d'animal, c'est clair. Les seiyuu Jap, ils savsavent gueuler, quoi. Puis ils le font pas qu'à moitié, hein. Y a pas de souci. Hein. Et du coup, là, c'est une méga claque. C'est vraiment une méga claque à ce moment-là. Voilà. C'est vraiment un truc marquant. C'est là où je découvre Lodos aussi, et tout ça, en l'occurrence. Je voulais en placer juste une dernière, parce que je peux encore une fois pas m'en empêcher, mais on parlait des jeux vidéo, de l'influence de Dragon Ball, etc. Notez juste un truc, si vous suivez un petit peu les compétitions de jeux de baston, l'ami Reza qu'on a eu sur le grand podcast pour parler de Mortal Kombat a démarré sur Budokai 3. Quant à Abu, qui est aujourd'hui le grand représentant, en fait, le grand organisateur des plus grands tournois mondiaux, hein, notamment le Red Bull Comité à New York, qui s'est déroulé il y a peu. Ses premiers tournois, c'était sur Naruto Ultimate. Hein, donc, encore une fois, sans Dragon Ball, on n'a pas tout ça, les gens. L'alpha et l'oméga.
J'allais même ajouter, sans Dragon Ball, on n'est peut-être pas là tous ensemble à discuter de tout ça, dans le sens où finalement ça a un petit peu fait arriver le manga, l'animation, alors l'animation japonaise non, mais en tout cas ça a fait vraiment ajouter une proportion qui n'était peut-être pas là où ça restait quelque chose de relativement Sans Dragon niche Ball, j'aurais pensé que les dessins animés c'était Disney. Ouais, ou en tout cas Et je pouvais pas blairer Disney, donc je croyais que j'aimais pas les dessins animés en fait. Il n'y aurait pas d'otaku sans Dragon Ball quoi. Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait je pense que ça a été la porte d'entrée vers une culture japonaise plus globale, là où peut-être que certains autres animés qui arrivaient chez nous n'étaient pas forcément identifiés comme étant vraiment japonais. Il y avait un dessin, parfois il y avait des collaborations en plus franco-japonaises qui troublaient un petit peu les rapports entre Genre tout ça. 31, les cités d'or, on savait pas que c'était plus ou moins japonais, enfin à l'époque c'était pas un sujet quoi. Exactement, alors que Dragon Ball il y a vraiment cette patte japonaise et voilà c'est l'arrivée du shonen moderne en tout cas chez nous, et ce qui a emmené je pense pas mal d'enfants, d'adolescents de l'époque à creuser un petit peu vers d'autres. Enfin, tu l'as dit déjà, toi t'es arrivé à Gunem tout de suite après, enfin voilà, je pense que pour beaucoup pour le coup les premiers voilà, et derrière ça a entraîné une génération, et surtout j'ai bien kiffé le DVD de l'histoire sans fin, du coup je me suis pris Requiem for a Dream. Mais non mais je savais pas, franchement il y avait que j'ai regardé Midnight Express après, putain, bon délire. Il y avait que 3-4 séries je devais y avoir de traduits à l'époque quand Dragon Ball sort en première édition France. Il y a Dragon Ball, il y a peut-être Ranma et très vite il y a Gun et point, je veux dire, et du coup c'est pas l'opulence qu'on connaît aujourd'hui, non, loin de là. Et c'est grâce au succès de ça. C'est parce que j'ai mis de l'argent dans ces trucs là que vous avez des mangas aujourd'hui les gens. On est la retraite, on a fait fonctionner la retraite quelque part pour hashtag pour les merci nouvelles générations. Medro. Mais c'est vrai que pour revenir vite fait, parce que ça me fait penser à ma deuxième. J'allais te lancer là-dessus, vas-y, enchaîne. Nickel. C'est par rapport au dessin animé. Genre nous on regardait le Club Dorothée, mais dans la cour de récré, jamais on faisait par les météores de Pégase, jamais on faisait la poussière de diamant, voilà, tout ça. On aimait bien, mais on en parlait vite fait, tu vois. Pareil pour Ranma 2000, alors là, ça existait pas du tout. On regardait, on se racontait pas vraiment les histoires de t'as vu ce qui s'est passé dans Ranma 2000? Non, jamais. T'as vu dans Sailor Moon et tout? Non, on regardait, on kiffait, mais on n'en parlait pas dans le cours de récré. Eh ben, frère, on regardait tous. Non, on regardait, mais évidemment. Qui regardait pas Sailor Moon? C'était de la frappe. Ranma 2000, c'était de la frappe. Nicky Larson, c'était de la frappe. Tout était de la frappe. Mais les seuls moments où tu partageais ça avec tes potes dans la cour de récré, je me souviens bien, c'était Dragon Ball, parce qu'on était tous à faire des Kamehameha, des Kaioken, des Kiko, des transformations, des Kenzan, des fusions. Des fusions. Le nombre de fois que j'ai tenté des fusions, je n'ai jamais réussi. C'est impossible à faire une fusion. C'est une grande déception. Enfin, réussi dans la vie, en tout cas. J'ai peut-être réussi plein de fausses, de malencontreuses fusions, trop minces, trop fat, mais la parfaite, jamais. Et ça, il y a que Dragon Ball qui l'a amené. Et c'est vrai qu'il y a un côté hyper fédérateur où quand j'étais gamin, et ça je parle, c'est de l'école primaire, hein, on contrôle CP, LCM2, le nombre de potes effectivement que tu te fais parce que tu vois, t'es là en train, tu fais ça, oh toi aussi tu fais un Kamehameha, vas-y on fait une bataille. Mec, c'est incroyable. Vie immédiatement, quoi. Et quand justement je jouais à l'Ultime Menace, donc le 3 sur Super Nintendo, comme j'ai été un des seuls à l'avoir de tout le bahut en fait, de toute l'école primaire, des fois je faisais des attaques de personnages et les gars faisaient c'est quoi comme attaque? C'est Kaioshin. C'est qui? Kaioshin. T'as pas le jeu vidéo? Tu verras. Ouais, c'était un truc de ouf. Ils diffuseront un peu après. Ah mec, c'était... Donc ouais, effectivement, je pense que peut-être que sans Dragon Ball, effectivement, on serait pas là aujourd'hui, parce que alors peut-être quelqu'un d'autre aurait pris la place, mais vraiment avec du recul, je me dis mais qui aurait pu prendre la place de Dragon Ball et faire ça? Il aurait fallu attendre Naruto et tout, mais Naruto n'aurait pas existé, probablement. One Piece n'aurait probablement pas existé non plus. Enfin, non, vraiment, il y a eu un truc. Les étoiles se sont alignées et c'est grâce à DB qu'aujourd'hui, on est là et que pour plein de personnes, il se passe des choses et qui a dû inspirer plein de graphistes, dessinateurs, illustrateurs dans le monde entier. Quand on voit, ne serait-ce qu'en France, le nombre de jeunes personnes qui s'essayent au manga, etc. Et ça me fait penser également, je digresse un peu, mais quand tu disais on dessinait, moi je dessine pas. Moi je dessine des bonhommes bâtons depuis que j'ai 4 ans. Merci. Je sais pas dessiner, tu vois. Genre moi vraiment. aussi. mais j'ai quand même, je sais faire un Trunks, quoi. Alors moi je sais pas faire un Trunks, mais le seul dessin que j'ai voulu faire, c'était un dessin Dragon Ball. Ouais. Et c'est le seul que j'ai essayé de faire. C'était nul, mais c'est le seul que j'ai essayé. De tout. Ce qui fait que l'impact de DB est stratosphérique, quoi. Un dernier souvenir, peut-être messieurs, un dernier tour de table avant de boucler, puisque le temps... J'ai plus grand chose, j'ai une chose qu'on n'a pas abordé et qui moi me faisait fantasmer littéralement quand j'étais enfant, c'était les capsules. La trouvaille des capsules, c'est-à-dire que t'as besoin d'une bagnole, t'as dans la main un truc qui est grand comme un briquet, qui a un petit bouton pressoir, t'appuies dessus,
tu le lances, ça fait un nuage de fumée, t'as une bagnole. Et la bagnole a un bouton pour le remettre dans sa capsule. C'est scientifiquement, évidemment, complètement pété. Mais qu'est-ce que j'ai fantasmé d'avoir ce truc-là pour se dire, tiens, je vais en sac à dos tranquille. Et hop, on pose une maison avec tout le confort moderne au milieu de la pampa, et puis tu repars, il n'y a rien, il n'y a pas une trace, t'as pas dénaturé justement la nature. Et enfin, je trouvais ça assez. Je trouve que même c'est dommage qu'il s'en soit pas plus servi encore, peut-être, quand le côté arts martiaux prend le pouvoir. Mais Non, mais ça s'appelle Boruto. Faut pas. ah, déjà Quand tu lis la clairement pas, technologie au shinobi, au pouvoir, Ouais, frère, d'accord. c'est non Très merci. bien, très bien. Moi j'en aurais 2 derniers, je pense que c'est le début de l'arc Boo, où je pense que je me suis rendu compte un peu de ce décalage, vraiment prise de conscience. Peut-être qu'à l'époque je le prenais pour le style manga, le style japonais, et j'ai compris qu'après c'était aussi un petit peu le style Toriyama, à savoir de mettre l'un face à l'autre des personnages justement hyper sérieux, badass, gueulard, genre Vegeta qui est tout le temps à froncer les sourcils, hyper vénère, et en face un mec tout rose qui comprend même pas d'où il vient, tout bedonnant, qui n'a pas d'idée, en tout cas au début, de sa propre puissance, et qui va ridiculiser des mecs qui se prennent immensément au sérieux en étant juste lui-même. Et t'es genre, qu'est-ce que tu fais, je vais te Transforme défoncer. les gens en bonbons. Qu'est-ce que tu fais, je vais te défoncer en fait. Et je pense qu'il y a un peu ce côté autodérision, prise de recul et tout, qui m'a immédiatement, je sais pas, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose, de bah oui, il y a ça, il y a le fait qu'on peut allier ces deux styles-là dans un espèce de tout plus ou moins cohérent, mais que ça peut être et l'un et l'autre. Et puis le deuxième souvenir, c'est bien évidemment Dragon Ball Evolution. Enfin, là, il y a pas de... Oh là là. Aïe. Alors, Les problèmes. on peut pas rester là-dessus. Il faudra que je rebondisse sur autre chose après. J'ai un truc à l'après. J'ai découvert beaucoup trop tard, mais waouh. Waouh. J'étais pas... C'est le bon mot, c'est le bon mot. C'est le film live, du coup, pour ceux qui connaissent Mec, pas. jamais je regarderais ça. La vie de ma mère, jamais je regarderais En Dragon groupe Ball. Spike de Buffy en J'en ai piccolo, rien à foutre. dégueulasse. Jamais, incroyable. jamais, parce que c'est une insulte. Je peux Ah oui, pas regarder ça. complètement. Je peux pas. Oui, c'est vrai. C'est mais impossible. Au point que ça a réveillé Toriyama littéralement et qu'il a vraiment fait Battle of the Gods en réaction à Dragon Ball Evolution. Comme quoi, ça a eu un impact. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains avec mon bébé, quoi. Si t'arrives à genre les T'as sortir réveillé la bête. d'un hiatus énorme, le plus grand créateur de sa génération, à quel point t'as fait de la merde, c'est bravo, hein. Tu vois. Putain, si George Lucas pouvait faire pas. Bon, alors, du coup, mon souvenir. Il a vendu. Celui-là, il a vendu. Mon dernier truc comme ça, il est quand même, je pense que c'est pour moi le moment le plus important de toute l'histoire de Dragon Ball. Balance. Vous savez que quand on est mort une fois dans Dragon Ball, on peut pas être ressuscité par les boules de cristal. Et donc, on est sur Namek et Freezer est quasiment imbattable. Et Goku lui fait face. Et à un moment, Freezer, dans un moment d'assurance totale, décide de ridiculiser ses opposants et fait littéralement exploser Krillin en plein ciel. En fermant la main, en gros. T'étais pas obligé de me rappeler ce passage. Krillin est broyé, explose comme ça. Et là, il se passe quelque chose. Comme si le temps s'arrête. Il y a un moment où même il y a des images, des plans de l'eau qui semblent... Il se passe quelque chose. Et la musique est juste somptueuse. Il y a vraiment tout qui s'articule. Et Son Goku a les cheveux qui changent de couleur. Il a les yeux blancs et je suis sûr que Broly y est pour beaucoup à ce moment-là. Enfin, il y a quelque chose de... Même si le Trunks, Super Trunks raté aussi, il y a beaucoup d'influence de Broly de l'époque, mais il y a surtout ce moment-là. Et on pourra dire ce qu'on veut, elle est justifiée, cette transformation. Elle est écrite, elle est préparée, elle est teasée, elle est l'accomplissement de pas mal de tout un tas d'éléments et de facteurs qui font que c'est une évidence et elle est exceptionnelle. C'est pas du tout ce que fait Dragon Ball Super en changeant de transformation tous les 4 épisodes, Non, par mais exemple. Dragon Ball Super, sans plus t'es s'entraîner, proche tout ça. de la Voilà. mort, C'est un autre plus tu sujet. deviens fort. Ah, C'est et- une autre explication Mais- qui, vaut ce qu'elle Voilà. vaut, quoi. Mais bon, Et donc, du une coup, façon de moi, voir les choses. j'ai ce truc-là, de cette première transformation qui est... je parlais tout à l'heure d'un direct au foie quand j'apprends sa mort. Et ça, c'était aussi un direct au foie complet. Et je pense que c'est cet élément qui est le plus marquant de tout Dragon Ball et qui installe la légende. Genre jusque-là, c'est Ouais. cool. Là, il se passe quelque chose qui est un marqueur total. Voilà.
Voilà, on pourrait en parler pendant des heures. On n'a même pas forcément trop parlé de ces épisodes, de ces combats qui s'étalent sur littéralement 6 mois en temps français, à raison d'un épisode par semaine. Coucou Olivier Tom. Voilà, qui sont devenus des mèmes comme ce n'est pas ma forme finale. Enfin, voilà, ce genre de. It's over 9 Ou bah même la musique, tu l'as dit. Enfin, même la musique en soi est devenue iconique. On a des concerts symphoniques de Dragon Ball. T'as des. Kavinsky qui c'est voilà, reprend exactement ce que j'allais dire. Le son est incroyable. C'est repris, samplé, etc. Voilà. C'est toute une œuvre, tout un pan littéralement de la culture. Non, on a dit qu'on parlait pas de GT, putain. Et voilà, bon, quelque part, on a commencé effectivement sur un ton un peu plus solennel, mais comme tu l'as dit, Adi, finalement, on est vite emporté par voilà, l'enthousiasme, tous ces souvenirs qui nous ont marqués et qui continueront de rester avec nous quoi qu'il arrive. Hein. Dragon Ball existe toujours, existera toujours, hein, bien après la mort de son créateur. On a à peine parlé de Dragon Quest, Chrono Trigger, Blue Dragon. Et pourtant, Chrono Trigger, Dragon Quest, c'est vachement bien. On fera des épisodes dédiés. Hein. Parce que Chrono Trigger, on a peut-être 2-3 heures. Hein, y a pas de souci. C'est quand même un jeu qui est dans mon top 10 de tous les temps. Hein, donc, juste ça. Donc voilà, on a dit au revoir à un grand monsieur, mais son souvenir reste avec nous. Messieurs, on va clore cette émission. Je vais vous demander la question rituelle. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Et je vais commencer par Adi. Eh bien écoute, on peut me retrouver la plupart du temps sur Twitch, twitch.tv/adibou, ADYBOO, du mardi au vendredi à partir de 9h pour traiter de l'actualité jeux vidéo, pop culture, et sinon sur Instagram, Twitter, TikTok, tout ça, c'est Mister Adibou. Mais en vrai, il n'y en a pas 15 000 d'Adibou, donc ça devrait le faire facilement. Ça se trouve facilement. Un gros projet à venir, un truc que tu veux teaser pour le Ouais, bah écoute, Vitality pense à moi très fort, donc je suis très content de rebosser avec eux tout prochainement. Donc on va prendre l'avion, on va faire des bêtises, et ça va être chouette. Voilà. Super, et on va passer à Otaksu, mais avant de lui laisser le micro, je vais quand même l'applaudir. Ça y est, on est arrivé au 10K sur YouTube. Bravo, oui, bravo. Mérité. Le Genki Dama a fait effet, on arrive à 10K, et bien sûr la suite, vous le savez, c'est le 0 de plus au bout, hein, donc Road to 100 maintenant. Non, bien sûr. en vrai, Road to 15. Parce que c'est le moment où j'aurai potentiellement un sponsor, tu vois, et je pourrais enfin gagner ma vie. Tu vois. Ok, on y va. Allez-y. Oui, abonnez-vous, bordel. youtube.com/otaksu, hein, clairement la source principale pour le moment. Puis Otaksu un peu partout sur les réseaux, voilà, il n'y a pas de spécificité. Menro, ça s'écrit MENRAW, et c'est sur l'ensemble de tous les réseaux sociaux. Ou Homme Cru. Ouais, en fait, alors, oui, c'est vrai qu'il était un tag à ne pas rentrer sur tous les sites. Oui, voilà, mais sauf qu'à la base, c'est juste du verlan anglicisé de mon prénom. Hein, mais c'est vrai. Mais non. Caramba. Et voilà, et n'hésitez pas, je raconte des trucs et je vous saoule pas, je floude pas. C'est vrai, plutôt discret le monsieur sur les réseaux, comme on aime. De mon côté, c'est @phlegmatique sur Blue Sky où je suis principalement. C'est ouvert, venez nous dire coucou. J'ai complètement déserté Twitter et un petit peu sur Instagram @notphlegmatique où je fais notamment les relais du compte Le Grand Pop que vous pouvez suivre là pour le coup absolument partout. Instagram, Blue Sky, Twitter, Discord, YouTube et évidemment le Grand Popcast disponible sur toutes les applications de streaming, celles que vous préférez. Nous on prend les likes, les follow, un petit commentaire aussi, ça fait plaisir pour savoir ce que vous avez pensé. On a enfin découvert qu'on avait des commentaires. Non mais oui, voilà, les lire maintenant, il y a des commentaires sur Spotify, le saviez-vous? Voilà, vous pouvez nous répondre aux questions qu'on vous pose et avec grand plaisir, on lit tout et voilà, on aime savoir ce que vous avez pensé. Partagez-nous aussi vos souvenirs liés à Akira Toriyama, on lira ça avec grand plaisir. Également sur legrandpop.fr où on a toutes les semaines un article lié à la pop culture. Les derniers en date, je vais faire ma pub, ils sont signés de ma plume. On parle de Masters of the Air, une série liée qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale sur Apple TV+, et j'ai parlé d'un film qui m'est cher dernièrement qui s'appelle Le Nom de la Rose avec monsieur Sean Connery. Voilà, on est bien loin de Toriyama, mais c'est l'esprit Le Grand Pop. On voyage un petit peu partout au gré du vent et de l'actualité. On espère que vous serez des nôtres pour les prochains épisodes. On espère que celui-ci vous a plu. Merci encore à Adibou d'avoir été des nôtres durant cette émission. Et on vous dit juste après toi. Très bientôt. Ciao. Ciao. Bisous. Bisous.